L'anime commence avec la petite Alicia, qui observe avec curiosité la carte de son continent. Elle demande à son père pourquoi le reste du continent apparaît en noir, et ce dernier lui répond qu'en vérité, ils ne le savent pas. En fait, ils ne peuvent connaître que le continent d'Eltea, car les 4 points cardinaux sont gardés par les 4 rois bêtes, lesquels ont exterminé toutes les expéditions qui ont tenté de voir au-delà. Alicia demande à son père si cela signifie qu'ils sont enfermés dans le continent d'Eltea. Il lui répond que l'on pourrait dire que oui. Cependant, il existe une légende selon laquelle un héros mystérieux vaincra les 4 rois des bêtes magiques avec une arme offerte par le roi de Iden, ce qui permettra à l'humanité de découvrir la véritable immensité du monde. Alicia demande à son père si ces rois bêtes sont puissants, et celui-ci lui révèle que chacune de ces créatures pourrait détruire toute la Terre. Alicia pense qu'il est impossible de vaincre un tel être, mais son père lui mentionne que les armes mystiques offertes par le roi de Iden multiplient les pouvoirs de leurs porteurs, amenant leur capacité à des niveaux inimaginables. Alicia, toute excitée, dit qu'elle veut devenir une héroïne pour faire en sorte que le monde devienne bien plus vaste et ne plus rester enfermé sur ce continent. La scène change. Les années ont passé, et on retrouve Alicia, plus âgée, dans un carrosse, en route pour accomplir son rêve. Elle est accompagnée d'autres héros, eux aussi porteurs d'armes légendaires, Olgus, Katz, Milro, Minalch et Mudo. Katz s'intéresse un peu à Alicia, qui ne s'est pas présentée avec le reste du groupe, et on lui demande d'où elle vient. Mais ils sont interrompus par Stéphane, qui leur dit de rester vigilants, car ils se trouvent en territoire des bêtes magiques. Le cocher leur annonce qu'ils ne pourront pas continuer par la route, celle-ci étant trop escarpée. Mais soudain, ils sont attaqués par les bêtes magiques. Les jeunes héros s'organisent rapidement et commencent à éliminer toutes les bêtes sur leur chemin, tout en continuant leur route. Ils démontrent une grande capacité au combat, en particulier Stéphane, qui possède un grand pouvoir destructeur. Après avoir vaincu une hydre et quitté les grottes, ils arrivent au repère du roi des bêtes. Le maître de la montagne lunaire se présente rapidement, surprenant tout le monde. Il s'agit du roi qui règne sur le sud d'Eltea, Clévatès de la lumière de la lune. Malgré son apparence imposante, les héros déclarent vouloir le vaincre. Après tout, ils sont les héros élus. Ils se jettent rapidement sur lui, mais en un instant, Clévatès tue Stéphane d'un seul coup. Olgus l'attaque à son tour, mais il se retrouve décapité. Sans perdre de temps, Clévatès continue d'éliminer les autres héros. Alicia les avertit que les attaques viennent des ombres, et qu'ils doivent les éviter en restant dans les airs. Clévatès attaque alors Alicia, mais elle parvient à esquiver, ce qui attire son attention. Elle est plus futée que prévu. Pendant leur combat, Clévatès pense qu'il n'a pas observé les humains d'aussi près depuis un millénaire. Les héros tombent les uns après les autres. Clévatès se demande comment ces êtres autrefois insignifiants comme des insectes ont réussi à arriver jusqu'ici, et ce qui a bien pu changer en 1000 ans. Alicia parvient à s'approcher suffisamment pour lui entailler la corne. Clévatès, calme, s'interroge sur les intentions de ces humains. S'ils projettent de menacer à nouveau ces terres dans le futur, mieux vaut les étudier un peu. À ce moment-là, tout commence à s'illuminer, et les héros sont anéantis, sauf Alicia, qui reste grièvement blessée. Pendant ce temps, à Hydralt, la capitale du royaume de Iden, les habitants vivent en paix, jusqu'à ce que Clévatès apparaisse soudainement. Ils pensent que tous ces individus se sont présentés comme des héros et ont attaqué ces terres en prétendant avoir été choisis par le roi de Iden. Il en déduit donc que le roi est le cerveau de toute cette affaire et décide d'aller le confronter. Les soldats commencent à l'attaquer, en vain. Il avance à grande vitesse vers le château royal, détruisant tout sur son passage. La garde royale prépare la défense, et dès qu'il est à portée, il lance les catapultes, mais Clévatès détruit tout avec ses queues. Arrivé au château, il pulvérise ce qui se trouve devant lui. On informe le roi de la situation et on lui conseille d'évacuer, mais il répond qu'il sait déjà de qui il s'agit, et que dans ce cas, cela ne servirait à rien de fuir. La priorité est désormais de fermer le fourneau, car le feu de Iden ne doit surtout pas être éteint. À l'extérieur, les chevaliers continuent d'attaquer Clévatès. Celui-ci se demande quelle différence il y a entre les soi-disant héros et ces insectes. Lorsqu'il commence à être attaqué par des arbalètes, il comprend que c'est dû aux armes, et décide de les analyser avant que l'humanité ne devienne plus puissante. Le roi ouvre la porte du fourneau, mais un fracas retentit, et en un instant, tout est propulsé dans les airs. Clévatès lui demande s'il est bien le roi de Iden, ce qui surprend ce dernier. Il lui demande comment une bête magique peut parler leur langue. Clévatès lui conseille de mesurer ses paroles, sans quoi il risquerait de provoquer l'extermination de tous les hominidés. Car il ne s'agirait plus seulement de Iden, mais aussi de Dorn, Org, Slada, Ban et tous les peuples des royaumes d'Eltea. Même s'il tue le roi et détruit son pays, si le reste des hominidés possèdent la même essence, d'autres viendront un jour menacer ces terres. Il veut donc les comprendre et savoir quel genre d'êtres vivants ils sont. Il lui demande pourquoi il veut sa mort. Le roi lui répond qu'un monstre comme lui ne pourrait jamais comprendre. Cela lui coûte la vie, Clévatès le décapite. Décidé, Clévatès entreprend alors d'anéantir tous les hominidés. Mais sur le chemin du retour, il entend les pleurs d'un bébé. Une femme le supplie d'épargner l'enfant.
Clévatès lui demande si elle est aveugle et lui rappelle qu'il est le roi des bêtes, qu'il prévoit d'anéantir l'humanité, et lui dit de haïr le fait que ce bébé soit né humain à Eden, pas lui. La femme répond que les bébés ne choisissent ni leur lieu ni leur moment de naissance, et même si les humains lui ont fait du mal, cela ne justifie pas la mort d'une créature innocente qui ne peut même pas se tenir debout. Clévatès lui dit que pour lui, tous sont pareils. Elle grandira, prendra une épée, et après avoir conquis son propre territoire, elle en envahira d'autres. Les hominidés sont les plus dangereux et agaçants de tous. Mais si elle affirme que cet enfant mérite de vivre, alors qu'elle le prouve ici et maintenant. La femme répond qu'elle ne peut pas, car elle va mourir, mais elle est certaine que cette petite créature le lui prouvera un jour. Sur ces mots, elle meurt. Avant de repartir, Clévatès décide de lui donner une chance et de vérifier s'il mérite vraiment la vie. On nous explique alors qu'il existe 5 tribus sur le continent d'Eltea. Les Sladas, experts en nage et navigation, qui détestent vivre avec d'autres peuples. Les Orgs, un peuple courageux, experts en médecine et chasse. Le peuple de Dorne, le plus nombreux, expert en construction et en guerre, qui a divisé la plaine centrale en 2 royaumes, Elsine et Boilat. Les Iden, les plus anciens, entourés de mystères, très doués en forge et artisanat. Et enfin, la 5e tribu, les Bent, barbares des terres sauvages, puissants individuellement, mais sans unité ni leadership. Le royaume de Iden est petit, mais c'était le seul capable de forger des armes avec du minerai magique et du mana, un savoir détenu uniquement par la famille royale. Ils commerçaient beaucoup avec le royaume de Dorne, et la majorité de leur population était métisse, car les Iden de sang pur étaient très rares. Dans le monde, il n'y avait pas que le continent d'Eltea, mais ses habitants ne pouvaient le savoir, car au-delà se trouvait l'habitat des bêtes magiques. À l'époque actuelle, sur le mont de la Lune, 2 bêtes sont impatientes de dévorer le bébé, mais elles fuient en sentant la présence de Clévatès. Le nourrisson pleure, alors Clévatès utilise l'une de ses queues pour restaurer son énergie vitale et l'endormir. Cependant, cela ne règle pas le problème, car chaque fois qu'il urine ou défèque, il se met à pleurer. Exaspéré, Clévatès le jette à des scarabées. Le petit se met à pleurer désespérément, mais Clévatès l'informe que ces insectes se nourrissent uniquement de son urine et lui demande de rester tranquille pendant qu'il le nettoie. Il se lamente alors, pensant que les bébés grandiraient après quelques nuits de sommeil, et n'arrive pas à croire qu'il n'en soit qu'au tout début. Il se demande pourquoi diable il a accepté cette demande. Mais en tant que roi des bêtes magiques, il serait déshonorant de revenir sur sa parole. Il jure alors de devenir le témoin de la croissance de ce gamin. Nous voyons le corps inerte d'Alicia, on ne sait pas si elle est morte ou évanouie. Un flashback montre Alicia pleurant sur son père gravement blessé, avec une silhouette derrière elle. Puis, elle se remémore les derniers instants de sa bataille et se réveille soudainement, se demandant où elle se trouve. En voyant Clévatès, elle se met en garde. Celui-ci lui dit qu'il a jeté les corps et les armes de ses compagnons au fond de la vallée, et comme elle est la seule qui peut lui être utile, il a décidé de la ressusciter, confirmant qu'elle était bien morte. Il révèle qu'elle peut bouger grâce au sang démoniaque qu'il lui a donné, faisant d'elle un cadavre ambulant. Alicia, incrédule, est interrompue par Clévatès qui lui ordonne de découvrir ses seins. Perplexe, elle lui demande ce qu'il veut dire. Il explique que le bébé a faim et qu'elle devrait se taire et se dévêtir. Il utilise son pouvoir pour la contrôler, la forçant à retirer son armure. Cependant, il s'énerve en constatant qu'elle ne produit pas de lait. Alicia, furieuse, lui répond que c'est parce qu'elle est vierge et que seule la mère peut allaiter son enfant. Clévatès la traite d'inutile, et Alicia, humiliée, lui demande de l'achever. Il réplique qu'elle ne peut pas mourir à cause de son sang démoniaque. Le bébé se met à pleurer, et Clévatès blâme Alicia pour son incompétence. Curieuse, elle lui demande pourquoi il s'occupe d'un bébé humain. Il répond que cela ne la regarde pas, mais bien qu'elle ne puisse pas produire de lait, elle lui sera utile autrement. N'ayant pas les connaissances pour s'occuper d'un nourrisson humain, il ordonne à Alicia de lui dire comment satisfaire sa faim, utilisant son pouvoir pour la soumettre. Alicia explique qu'en l'absence de la mère, il faut une nourrice, une femme capable de produire du lait. Si aucune parente n'est disponible, on peut en engager une contre de l'argent, ou dans leur cas, un troc avec les minerais magiques abondants dans la montagne. Tout en parlant, Alicia pense que si elle avait son épée, elle tenterait de frapper Clévatès, mais elle réalise qu'elle ne pourrait pas lui faire de mal, même armée. Clévatès lui ordonne de se mettre en route pour trouver une nourrice. Alicia l'arrête, arguant que s'il se présente ainsi dans un village, il causera la panique. Elle propose de prendre le bébé et de chercher une nourrice à sa place, pensant qu'il faut les séparer, même si elle ignore pourquoi ils sont ensemble. Clévatès refuse de lui confier le bébé, car s'il mourait hors de sa vue, cela ne lui conviendrait pas. Cependant, il admet qu'elle a raison, pour que l'enfant grandisse comme un humain, il ne peut pas rester sous sa forme actuelle. Il utilise son pouvoir pour prendre l'apparence de celle qui lui a confié le bébé. Alicia est stupéfaite de le voir se transformer. Clévatès décide qu'ils ont besoin de noms pour s'intégrer à la société humaine. Il baptise le bébé Luna et se présente à Alicia, lui demandant son nom avant de se mettre en route. Plus tard, près d'un ruisseau, Alicia baigne Luna,
se lamentant d'être tombé si bas. Le bébé lui urine dessus, et Clévatès lui ordonne de la nettoyer correctement, moquant ses efforts en comparaison des insectes de sa caverne. Alicia se plaint de ne pas pouvoir lui désobéir, tandis que Clévatès continue de la réprimander, exigeant qu'elle fasse les choses correctement. Elle remarque qu'il est perfectionniste malgré son statut de monstre. Peu après, Luna est propre et heureuse. Clévatès ordonne à Alicia de changer ses vêtements tachés de sang, affirmant que même les bêtes magiques du coin sont plus propres qu'elle. Il lui demande aussi de se laver et de nettoyer le tissu enveloppant Luna. En lavant ce tissu, Alicia découvre, choquée, qu'il porte l'écusson de la famille royale de Iden, réalisant que le bébé est de sang royal. Pendant ce temps, un Iden parcourt les ruines du royaume, cherchant des survivants et déplorant le désastre prévisible de la lutte contre le roi des bêtes. Il se demande si le roi est devenu fou. Selon le plan, ce jour-là devait être celui du baptême, et la princesse devait fuir le château avec l'enfant. Désespéré, il cherche quelqu'un de vivant. Ailleurs, une faction de Dorne observe les ruines, concluant que la légende n'était qu'une légende. Le commandant Dorel annonce à ses soldats qu'il va informer l'empereur de la situation, car la faction d'Aisling tentera probablement de s'emparer de la technique de forge des minerais magiques de la famille royale. Leur mission prioritaire est de voler cette technique avant les autres pays. Dorel part pour la frontière afin de réorganiser l'armée et ordonne à Ménard de rester pour chercher des survivants de la famille royale, en les maintenant en vie. Ménard assure qu'il n'y a pas de souci. Alicia, horrifiée, demande à Clévatès ce que cela signifie, s'il a enlevé un enfant de la famille royale. Clévatès, curieux, ignorait qu'il s'agissait d'un royal. Il précise qu'il ne l'a pas enlevé, mais qu'on le lui a confié. Réalisant que l'enfant était sous les décombres du château qu'il a détruit, il comprend qu'il appartient à la famille du roi. Alicia, choquée, lui demande ce qu'il a fait. Clévatès répond qu'ils l'ont attaqué en premier. Déconcertée, Alicia explique que si le roi est mort, tout le monde cherchera cet enfant de sang royal pour la technique de forge des minerais magiques, réservée à la famille royale de Iden. Clévatès observe Luna, comprenant qu'elle porte un destin inéluctable, mais trouve cela fascinant. Il décide de faire d'elle une reine, lui-même agissant comme un ministre dans l'ombre. Auparavant indifférent à la conquête, il trouve excitant d'observer le comportement des hominidés depuis le sommet et d'envoyer ses serviteurs s'infiltrer pour les exterminer à sa guise. Alicia réalise qu'elle a aggravé la situation en parlant trop. Clévatès lui ordonne de se mettre en route pour nourrir Luna. Alicia tente de se calmer, sachant que même si Luna retournait dans son pays, un étranger cornu comme Clévatès ne serait pas accepté. Bien qu'il puisse changer d'apparence, elle est certaine qu'il ne peut cacher sa corne. Elle ne comprend pas son obsession pour Luna, mais sait que si quelqu'un tentait de la lui arracher, il pourrait exterminer tous les hominidés. Elle décide que sa dernière mission en tant qu'héroïne sera d'empêcher cela à tout prix. Clévatès la réprimande pour marcher trop lentement. Alicia tente de l'avertir qu'il y a quelqu'un derrière lui, mais un bandit lui brise soudainement le cou. Ils sont rapidement encerclés. Alicia pense qu'ils sont finis, mais Clévatès s'effondre, mort en un instant, la plongeant dans la panique. Un bandit l'assomme, l'envoyant dans l'inconscience. Maintenant, ils sont dans la charrette des bandits, où de nombreux autres captifs sont assis à côté de Clène. Clène tient le bébé Luna avec un sourire calme, ce qui inquiète davantage Alicia, car elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle remarque que Luna dort et demande à Clène comment il a réussi à l'apaiser. Clène explique que Luna pleurait il y a quelques instants, mais que maintenant tout va bien, car le trajet est paisible. Luna se faufile parmi les autres captifs pour se rapprocher de Clène et lui chuchote pourquoi lui, l'un des rois démons les plus puissants à avoir jamais existé, s'est laissé capturer volontairement. Elle pense qu'en changeant d'apparence, Clène a également perdu de sa puissance, ce qui explique pourquoi il a été assommé d'un seul coup. Clène affirme que son hypothèse est proche de la vérité, mais pas tout à fait exacte. Il explique que la transformation de son apparence a aussi rendu son corps aussi fragile que celui d'un humain, ce qu'il ignorait. C'est pourquoi, lorsqu'il a été frappé par surprise dans le dos, il a perdu connaissance. En gros, le système de défense naturel de Clène est désormais affaibli, mais grâce à ses pouvoirs, il peut le renforcer. La vraie question est donc, pourquoi Clène n'a pas encore essayé de s'échapper de ce pétrin? Sa logique est que, puisqu'il est maintenant déguisé en humain, il préfère garder ses véritables pouvoirs secrets jusqu'à ce que Luna devienne le prochain roi. C'est pour cela qu'il laisse les événements suivre leur cours. De plus, Clène souhaite en apprendre davantage sur le monde humain, notamment pourquoi ces pauvres gens ont été enlevés. C'est donc aussi pour cela qu'il a choisi de ne pas s'enfuir. Réalisant à quel point Clène est ignorant de tout cela, Alicia lui explique, à ce crétin, qu'eux et les autres ont été capturés par des bandits qui prévoient très probablement de les vendre à des trafiquants d'esclaves. Quoi qu'il en soit, Alicia demande à Clène de ne pas juger les humains selon le comportement des bandits, affirmant que ces derniers sont les pires d'entre eux. Peu après, la charrette arrive à la base des bandits, et les captifs sont séparés en deux groupes, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. L'un des captifs tente de s'échapper, ce qui fait sourire littéralement Dagan, conscient que ce pauvre type vient de signer son arrêt de mort. Et à juste titre, quelques secondes plus tard,
un autre bandit lance une dague sur le fuyard, le poignardant dans le dos et mettant fin à son calvaire. Une fois l'intrus éliminé pour de bon, Dagan avertit les nouveaux captifs de ne pas commettre la même erreur, sinon ils connaîtront le même sort. Il se tourne ensuite vers Alicia et lui dit de venir avec lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, il commence à la traîner dans sa chambre pour découvrir ses intentions. Clem se demande quoi faire lorsqu'une femme nommée Carmen, probablement responsable du groupe Femmes et Nourrissons dans ce gang de trafiquants humains, le remarque immobile. En voyant qu'il tient un nourrisson dans les bras, Carmen appelle sa servante Nell pour qu'elle s'occupe de Luna. Nell est chargée de nourrir les bébés capturés. La base des bandits se trouve dans une carrière, et tout au fond de la fosse se trouve une mare dans laquelle repose une lame rouge légendaire. Mais cette lame est protégée par une chose monstrueusement puissante. Quoi qu'il en soit, il semble que je me suis trompé sur les intentions d'Agan, car il est révélé qu'il a seulement amené Alicia à Broco. Broco est le chef par intérim du gang des bandits appelés les Corbeaux en l'absence de leur véritable chef, Zazak. Broco aurait apparemment usurpé la position de chef des Corbeaux, mais personne n'ose le contester à cause de sa bête de compagnie, Betty, capable de réduire n'importe qui en morceaux. Alicia reconnaît cette créature comme un démon occidental et est surprise d'apprendre que Broco l'a apprivoisé. Broco parle avec Betty, qui lui dit vouloir jouer avec un humain mâle. Broco lui dit qu'elle peut choisir librement l'un des deux bandits venus avec Alicia. Mais avant cela, il révèle pourquoi il a fait venir Alicia dans son bureau. Les bandits possèdent tous les cristaux magiques qu'Alicia a récupérés dans la base de Clen. Broco sait également que ces cristaux viennent du mont Moon, le repère de Clévatès. En se basant sur les preuves et le fait qu'Alicia n'a pas eu peur à la vue de Betty, il conclut qu'elle fait partie des 13 héros envoyés de Iden pour vaincre Clévatès. Broco suppose qu'Alicia était en route vers Iden avec ce sac plein de cristaux magiques. Il lui annonce alors une mauvaise nouvelle, la capitale royale a déjà été détruite par Clévatès. Pourtant, il affirme que ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour les Corbeaux, révélant qu'il possède une épée rouge, la Mana Idlith, que seuls les rois de Iden savent forger. L'épée de Broco est bien sur une fosse, et son gang les vend à des idiots incapables de faire la différence. Maintenant que toute la famille royale a disparu, la valeur des épées Mana Idlith va exploser. C'est une excellente opportunité pour faire de l'argent. Mais Broco vise quelque chose de plus grand, l'épée la plus pure des Idlith, forgée par les rois de Iden et remise aux héros. Broco est certain que tous les autres héros ont été tués par Clévatès et qu'Alicia a survécu en abandonnant ses camarades. Il lui demande où se trouve son arme et celle des 12 autres héros défunts. Comme Alicia refuse de répondre, Broco ordonne à Dagan et Satch de l'emmener à la base de Clévatès pour y chercher les trésors. Dagan suggère qu'il serait plus judicieux de récupérer d'abord un autre trésor qu'ils ont déjà repéré, mais Broco insiste pour suivre le plan initial. Il dit aussi à Dagan et Satch qu'ils peuvent s'exercer avec Alicia avant de partir, pour s'assurer qu'elle ne leur posera pas de problème durant le trajet. Pendant ce temps, Clen travaille comme serveur dans l'auberge des bandits tenus par Carmen. De nombreux bandits essaient de draguer Carmen, et Clen, en observant cela, ne peut que se demander jusqu'où va la perversité de ces gens. De son côté, Nell donne du lait à Luna, un lait que le père de Luna a oublié de ramener. Nell a aussi d'autres tâches, car elle est également serveuse et subit les abus des clients, tous des bandits. Clen sert la viande avec obéissance et patience, et beaucoup de bandits sont impressionnés par son service. Carmen, cependant, ressent quelque chose d'étrange. Tout le monde croit que Clen est un orc à cause de ses cornes, mais sa peau est trop pâle, et ses yeux sont ceux d'un tueur. Deux bandits s'en prennent à Nell et l'emmènent pour abuser d'elle. Ils passent toute la nuit avec elle et la laissent couverte de blessures. Elle ne se plaint pas, et une fois qu'ils en ont fini, elle retourne discrètement à l'auberge pour nourrir Luna. Les deux bandits qui ont maltraité Nell commencent soudainement à se sentir faibles et étourdis, et ils disparaissent littéralement de ce monde lorsque Clen révèle qu'il en est responsable, rendant justice à la pauvre Nell. Nell vient nourrir Luna et le retrouve dans les bras de Clen. Elle ne sait pas ce qu'il a fait aux deux hommes qui l'ont agressé, mais elle est seulement préoccupée par le fait de nourrir l'enfant. Elle le prend dans ses bras et l'emmène dans un abri pour le nourrir. Clen s'assoit avec elle et lui demande de parler d'elle. Il se demande si elle fait partie des Corbeaux et ce qu'ils font. Elle hésite à répondre, mais il insiste pour qu'elle parle. Il est simplement curieux. Elle révèle avoir grandi ici. Elle ne se connaît que comme membre des Corbeaux. Elle n'a jamais eu de père, seulement une mère. Enfant, elle n'a jamais vu le visage de sa mère, seulement son dos. Mais elle savait que sa mère était esclave, car elle l'avait vue en cachette se faire molester par des hommes. À ses 12 ans, sa mère a disparu. Elle ne savait pas si elle était morte ou s'était enfuie. Ce qu'elle sait, c'est que ce soir-là, alors qu'elle mangeait, des hommes sont venus la frapper. Pendant les années suivantes, sa vie a été misérable. Elle a compris que sa mère la protégeait. Ils l'ont battue chaque jour, et elle a dû vivre comme du bétail, jusqu'à ce qu'elle rencontre Carmen. Elle lui a dit qu'elle pouvait satisfaire les hommes et qu'ainsi, il cesserait de la maltraiter. Elle a décidé de suivre Carmen ce jour-là et a appris à satisfaire les hommes. Même si elle ne sera jamais comme Carmen, sa vie s'est améliorée. Elle a du travail et peut nourrir les enfants grâce à son lait. Cela la rend satisfaite. Clen lui demande pourquoi elle a du lait alors qu'elle n'a pas d'enfant.
Elle révèle qu'elle était enceinte, mais a eu une mort-née. Son bébé bougeait dans son ventre et cela lui donnait une raison de vivre, jusqu'à ce que l'enfant naisse mort. Quand les sages-femmes lui ont annoncé la nouvelle, elle s'est sentie sombrer dans un monde froid. Elle pensait qu'elle allait mourir, et cela lui allait. Mais soudain, elle a ressenti de la chaleur. Elle a rouvert les yeux et vu un enfant d'environ 6 mois téter son lait. Cela lui a donné une raison de vivre. Elle l'a nourri, puis d'autres enfants sont arrivés, et elle les a nourris aussi. Les voir vivre grâce à elle la rend heureuse. Elle confie avoir essayé 2 fois d'avoir ses propres enfants, sans succès. Clem, fatiguée d'entendre tout cela, lui demande de s'arrêter, puis lui demande si elle veut le suivre comme nourrice de Luna. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de la prendre, mais qu'il n'a pas non plus de raison de ne pas l'emmener. Et puisque Luna l'aime bien, ce serait gagnant-gagnant. Luna tapote son corps comme pour dire qu'elle veut qu'elle vienne. Clem lui redemande, veut-elle venir avec lui comme nourrice ou rester là pour être utilisée par ces salauds? Elle sait que c'est une belle offre. Mais elle dit que ce serait naïf d'accepter, puisqu'il est lui aussi un esclave, du moins à ce qu'elle croit. Elle lui dit qu'elle aimerait le suivre, mais qu'elle ne peut pas. Elle a d'autres enfants qu'elle veut nourrir et à qui elle veut donner espoir. Elle lui rend Luna et part. De leur côté, les bandits amènent Alicia sur un pont et lui demandent d'avancer. Arrivée au milieu du pont, elle s'arrête et regarde en bas. Ils croient qu'elle veut sauter et lui disent qu'elle ne survivra pas à cette chute. Mais elle regarde la rivière devant elle. Elle y voit des gemmes et sait ce que c'est. Avant qu'elle ne puisse parler, ils lui disent que c'est la rivière où est mort le héros légendaire Codwall. Elle le sait aussi. Là, un esclave dit qu'il entrera dans la rivière et que s'il ramène ce qu'il cherche, ils devront libérer lui et sa femme. Sa femme l'encourage, rappelant aux bandits leurs promesses. Mais lorsqu'il saute, des monstres surgissent et le dévorent. Alicia savait qu'ils n'allaient pas le libérer. Cet endroit, c'est le puits d'Elbe. Il abrite des monstres venus il y a 300 ans à cause d'une inondation. Et l'épée Fan Cascade est dans cette rivière. Les bandits veulent que quelqu'un la récupère. Mais c'est impossible. Elle les traite de salauds parce qu'ils savaient que le garçon allait mourir et n'avait même pas bien attaché sa corde. Il lui rappelle qu'elle n'est pas là pour leur faire la morale et que son bourreau est juste devant elle. Elle regarde l'homme horrible, Pito, qui monte sur le pont pour l'affronter. Il s'imagine en train de lui enlever ses vêtements. Avant qu'il ne s'approche, elle se déboîte l'épaule, lui prend son épée, coupe la corde du pont et saute. En tombant, elle se dit qu'elle fait confiance aux paroles de Clem selon lesquelles elle ne mourra pas. Le corps d'Alicia est complètement écrasé et défiguré à cause de sa chute. Les hommes se demandent ce qui s'est réellement passé pour que la fille se soit jetée d'une telle hauteur. Voyant qu'elle est morte, ils ne savent pas quoi dire au chef, car Alice devait les conduire jusqu'à la montagne de la Lune. Sans autre choix, ils doivent descendre, car si le chef la prend, il les anéantira tous les deux. Pendant ce temps, Alice parvient à revenir à la vie, même avec un corps entièrement brisé, mais elle ne sent rien en dessous du cou. Tout son corps est immobile, et les bandits se rapprochent. Elle doit trouver un moyen de sortir de cette situation. Alors qu'elle s'y attend le moins, son sang commence à remonter, et Clem apparaît, l'insultant pour avoir perdu autant de sang. Alice lui demande pourquoi Clem est si petit. Le garçon explique que son pouvoir dépend de la quantité de sang magique de la personne. La quantité de sang qu'Alice a dans son corps est ce qui la maintient en vie. Si elle perd tout, elle mourra réellement, et il n'y aura pas grand-chose à faire. Tant qu'Alice aura une utilité, il la ramènera dans son corps autant que possible. En faisant cela, les parties du corps qui n'ont pas été totalement détruites seront restaurées. Alice ne comprend pas pourquoi elle n'a pas encore été restaurée ou si elle n'a plus d'utilité. Clem aimerait lui poser une question avant tout pour l'aider, car ils n'ont pas encore eu beaucoup de temps pour discuter. Pendant qu'il s'éloignait, Clem a trouvé la personne parfaite pour nourrir Luna. Elle s'appelle Nell et elle est avec les bandits. D'après la perspective magique de Clem, Nell n'a jamais été bien traitée par ces gens. Clem pensait qu'elle accepterait son offre de les rejoindre pour élever Luna et partir d'ici. Il ne comprend pas pourquoi Nell a refusé sans même y réfléchir. Alice dit que c'est probablement à cause de l'apparence de Clem. Les bandits ne laissent personne quitter cet endroit. Ils la poursuivraient sans réfléchir à 2 fois, et peu importe où Nell irait, ils la tueraient. Ainsi, peut-être que Nell pense qu'elle ne pourrait pas s'échapper vivante, préférant rester là où elle sait qu'elle survivra et pourra aider les enfants qui arrivent et ont besoin de son aide. Clem comprend, mais il ne sait toujours pas comment la convaincre de partir avec eux. Alice dit qu'ils doivent éliminer tous les bandits pour que Nell se sente en sécurité pour partir. Ainsi, personne ne les poursuivra. Avec le pouvoir de Clem, il pourrait vaincre tout le monde avec une extrême facilité, mais il décide de ne pas le faire. Il ne peut pas laisser quiconque découvrir qu'il s'est éloigné de la montagne de la Lune, car il ne veut pas qu'on attaque l'endroit en son absence. Clem a ses propres raisons de voyager, principalement à cause de Luna. C'est pourquoi il veut qu'Alice élimine les bandits. Il veut qu'elle anéantisse tous ceux qui se font appeler les corbeaux, car elle faisait partie du groupe des 13 héros. Tuer ces bandits serait une tâche facile pour elle. Alice lui demande d'attendre un peu. Ce n'est pas facile d'éliminer autant de personnes sans rien en main. Les héros ne sont pas invincibles. Peu après, Alice revient à la vie, et ses os commencent à se remettre en place. Les bandits ne comprennent pas ce qui se passe, voyant la fille complètement brisée au sol reprendre sa forme normale.
Alice ressent une douleur atroce à cause de ses os qui se reconnectent. Les hommes sont choqués et savent que cela n'est pas possible. C'est quelque chose d'irréel, mais peu importe. Ce qui compte vraiment pour eux, c'est qu'elle soit vivante pour les conduire aux armes du héros. S'il le faut, ils peuvent lui arracher bras et jambes, mais elle doit rester en vie pour les guider jusqu'au trésor. En se jetant sur elle, Alice encaisse le coup uniquement pour prendre l'épée, le cache-œil et retirer les menottes de ses pieds. En s'équipant, elle remarque qu'elle est sale, mais elle va quand même tout utiliser pour ressembler à une pirate et en finir avec eux tous. Alice décide de faire ce que Clem veut, éliminer tous les bandits. Le garçon doit trouver Nell au plus vite pour la convaincre de partir avec eux. La scène change pour montrer la fille, qui explique qu'elle a été retardée parce qu'elle nourrissait le bébé. Inquiète pour son amie, elle aimerait qu'elle fasse plus attention. Maintenant, elles doivent nettoyer tout l'endroit avant l'arrivée des bandits. Nell commence à nettoyer. Carmen ne comprend pas pourquoi elle est de si bonne humeur. Nell veut en savoir plus sur le monde, car elle est avec les corbeaux depuis sa naissance et ne connaît rien de la vie à l'extérieur. Carmen ne sait pas exactement à quoi ressemble le monde dehors, tout comme elle et les autres personnes de cet endroit, qui ont soit perdu leur foyer, soit commis des crimes graves. Elle n'a pas de bons souvenirs du monde extérieur, donc elle ne peut pas expliquer à Nell. Elle aimerait savoir pourquoi Nell veut tant en savoir sur le monde extérieur. Elle imagine qu'elle pense à s'enfuir, mais en réalité, Nell n'y pense même pas, car elle croit qu'il est impossible de s'échapper. Malgré tout, elle est curieuse de savoir à quoi ressemble le monde dehors. L'un des esclaves l'a invitée à s'enfuir, mais à ce moment-là, le chef des corbeaux entend tout. En lui donnant une claque au visage, Carm commence à crier sur Nell, disant qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper de cet endroit. Les hommes qui ne veulent plus d'elle la jetteront comme si elle n'était rien. C'est pourquoi les femmes de cet endroit doivent s'entraider. Elle traite Nell d'inutile, disant qu'on l'a invitée à s'enfuir, elle, et pas une autre. Alors qu'elle s'apprête à lui donner une autre claque, le chef apparaît, et les deux femmes sont choquées. Il est en colère parce que les gens ne peuvent pas manger sans transformer l'endroit en porcherie. Il ne comprend pas et ne veut pas savoir de quoi elle discutait, mais voir une amie frapper une autre est inacceptable. Carm demande pourquoi le chef est là, car il ne vient jamais. Il explique qu'il a entendu dire que quelque chose de nouveau était arrivé. La fille explique qu'un bébé vient d'arriver. L'homme appelle Nell pour lui montrer où est l'enfant, disant qu'ils vont l'engraisser un peu. En voyant l'expression inquiète de la femme, il la fixe avec colère. Irritée, elle attend qu'il parte et se met à crier, disant que seule Nell peut nourrir les enfants. Toutes les femmes ne produisent pas de lait. Soudain, Clem apparaît derrière la fille et dit que plus personne ne peut nourrir Luna, car Nell vient d'être emmenée. Elle a voulu quelque chose qu'elle ne pouvait pas avoir, la liberté. En remarquant les yeux de la fille, il note qu'ils sont vides et ressent de la peur rien qu'en les regardant. Clem veut qu'elle lui raconte tout en détail. En emmenant Nell dans un endroit isolé, l'homme révèle qu'elle a toujours vécu ici, mais qu'elle ignorait l'existence de cet endroit. Il explique que c'était autrefois une mine avec beaucoup de minerais rares. Le combustible de la lampe est ce minerai, qui peut aussi être utilisé pour d'autres choses. Récemment, on a commencé à l'appeler magie. Avant de rejoindre les corbeaux, l'homme a passé des années à faire des recherches là-dessus. En regardant le sol, Nell est terrifiée en voyant un crâne humain jeté là. L'homme lui demande de se calmer, disant que ce n'est peut-être qu'un rat, car ils sont une plaie dans cet endroit. Soudain, la lampe s'éteint, et elle ne voit plus rien. En appelant le patron, il dit qu'il va bientôt la rallumer. La lampe doit être défectueuse, il lui faut juste une seconde. Quand la lumière revient, une grande créature apparaît. L'homme explique qu'il utilise les minerais magiques pour la contrôler. Les corbeaux ne pardonnent jamais les traîtres, et le petit désir de Nell pour le monde extérieur est considéré comme une trahison. Elle sera donc exécutée et servira de dîner à Betty. En essayant de s'enfuir de la mine, Nell pense que si elle avait pris la main de Clem, cela ne serait pas arrivé. Alors qu'elle est sur le point d'être engloutie, Clem apparaît devant elle. Elle est triste de ne plus pouvoir nourrir Luna et est engloutie peu après. Clem demande à Luna de ne pas pleurer. Manger et être mangé fait partie des lois de la nature. Le chef demande qui est Clem, mais le garçon veut juste savoir ce qu'est cette aberration devant lui. C'est le troll de l'Ouest, et il ne comprend pas comment cette bête magique peut être aux mains d'un simple humain. Cela ne fait définitivement pas partie de l'ordre naturel. Le chef veut aussi comprendre comment Clem peut rester si calme face à une créature comme Betty. Il trouve dommage de donner un enfant en nourriture à Betty, mais il la laisse quand même faire la fête. Cependant, la créature devient complètement incontrôlable, et il ne comprend pas ce qui se passe. Peu après, la bête vomit Nell, et Clem remarque que sa peur était si grande qu'elle a expulsé la femme, qui respire encore, bien que difficilement. Clem veut que quelqu'un s'occupe d'elle, et Luna peut le faire. Alors, ils sont emmenés hors de là. Le chef veut comprendre ce qui s'est passé, car Betty n'obéit pas comme il le faisait habituellement. En se retournant, le chef demande où est le bébé. Il questionne aussi si Clem est un utilisateur de magie. Le garçon n'a aucune idée de ce qu'est la magie, et le chef pense qu'il se fait passer pour un idiot. Il explique alors que c'est sa génération qui a créé le concept de la magie et demande à tout le monde de faire attention, car il va donner une leçon sur les principes de base. Il sort une poudre de sa chemise. À l'intérieur,
il y a des larves qui peuvent contrôler l'hôte. Cela a pris beaucoup de temps à perfectionner, et pour l'instant, il ne peut contrôler qu'une troll femelle. Mais un jour, il prévoit de pouvoir contrôler toutes les créatures du monde. Il ordonne alors à Betty d'attaquer. Clem est touché par un coup et projeté au loin. Il veut savoir pourquoi Alice ne lui a jamais parlé de la magie, car dans cette forme, il ressent tous les impacts. Pendant ce temps, Alice continue de combattre les bandits, et tous la traitent de monstre. Nous sommes ramenés à un moment du passé, où elle s'entraînait toujours avec son père, qui lui enseignait tout sur le maniement de l'épée. En lui demandant comment elle pouvait devenir plus forte, son père expliquait qu'elle ne devait jamais hésiter. Elle ne devait jamais cesser de frapper l'ennemi. Quand la rigidité du corps disparaîtrait, elle deviendrait encore plus forte. Le plus important était de faire confiance à la force de l'épée. Peu après, nous revenons au présent de l'anime, avec Alice vainquant tout le monde avec facilité. L'un des hommes sait qu'il n'a aucune chance de la battre en technique, alors il tente de l'emporter par la force. En frappant l'épée de la fille, il parvient à la briser et à la jeter au loin. Malgré cela, rien ne lui arrive. Alice se relève, et les hommes veulent savoir de quoi ses os sont faits. La fille réalise qu'elle a besoin d'une meilleure épée et se met à courir pour récupérer l'épée légendaire qui se trouve dans le puits. En voyant qu'elle court vers le puits, l'un des hommes pense qu'elle tente de se jeter dans le puits, mais pense que les bêtes démoniaques à l'intérieur du puits vont la bouffer, car en 300 ans personne n'est ressorti vivant du puits. Elle monte en haut tandis que les bandits continuent de la poursuivre. Elle détruit une partie de l'échafaudage pour dissuader les bandits de la poursuivre, mais ils continuent quand même à la suivre. Alice coupe ensuite la corde qui maintient l'échafaudage en place, la faisant s'écrouler au fond de l'eau. Bientôt, tous sont entraînés au fond de l'eau, et les bêtes commencent à dévorer les bandits. En cherchant où est la femme, on découvre qu'elle est cachée dans le tonneau de pommes. Elle a un avantage que l'ancien héros n'avait pas, elle ne peut pas se noyer. Maintenant, elle part à la recherche de l'épée légendaire. Malgré tout, au fond de l'eau, une autre bête l'attend. À mesure que le tonneau coule au fond du lac, la pression de l'eau commence à faire souffrir Alicia. Bien qu'elle ne puisse pas mourir, elle ressent une douleur intense, mais elle continue de l'endurer jusqu'à ce qu'elle aperçoive l'épée légendaire. Une grande partie de son corps est engourdie à cause du manque d'oxygène, mais elle persiste à plonger vers l'épée. Au moment où elle est sur le point de l'attraper, un œil gigantesque s'ouvre, révélant qu'elle et l'épée ne sont pas au fond du lac, mais sur le dos d'un monstre colossal. Désespérément, Alicia tente de saisir l'épée, espérant que ses pouvoirs renforceront ses capacités pour survivre. Le monstre l'avale entièrement avec l'épée. Avec le peu de force qui lui reste, elle parvient à l'attraper. À cet instant, elle se remémore les mots de son père, qui lui avait dit qu'elle possédait plus de talent que quiconque pour libérer les pouvoirs de l'épée légendaire, faisant d'elle une héroïne exceptionnelle. Ces mots lui donnent l'élan nécessaire pour continuer à se battre, et elle réussit à sortir de la gueule du monstre. Son estomac est déchiré à cause de la morsure du monstre, et elle commence à perdre beaucoup de sang, un sang magique. En tant que mi-humaine, mi-zombie, elle reste consciente, concentrée sur l'activation des pouvoirs de l'épée. En saisissant le mana de l'épée, elle la brandit vers le bas, générant assez de propulsion pour remonter. Selon Alicia, l'épée possède des capacités aquatiques semblables à celles d'un poisson, parfaites pour combattre sous l'eau. Elle se demande comment son ancien porteur, le héros légendaire, a pu la perdre. Elle suppose que le héros a dû être vaincu par cette bête colossale, peut-être un démon ancien. Dans ce monde, les démons colossaux vivent depuis des dizaines de milliers d'années et préfèrent rester cachés. Peut-être que l'excavation de magie ou la découverte de cette bête démoniaque ancienne a conduit à la chute du héros légendaire, qui ignorait que ce lac était son repère. Quoi qu'il en soit, Alicia continue de brandir l'épée et nage vers la surface, remarquant de nombreux cadavres récents dans l'eau, tués par des monstres plus petits. Ces derniers ne l'inquiètent pas, car elle est bien plus forte qu'eux, et elle se ferait un chemin en les tailladant jusqu'à émerger à la surface. Là, elle trouve les deux chefs bandits qui l'attendent. Ils remarquent qu'elle porte l'épée précieuse, mais envisagent tout de même de l'attaquer, dépourvu de la moindre jugeote. Avant qu'ils ne puissent agir, le monstre colossal émerge à son tour et utilise ses tentacules semblables à ceux d'une pieuvre pour dévorer tous les humains à sa portée. Avec l'aide de l'épée, Alicia parvient à se défendre, mais elle sait qu'elle ne peut pas affronter la bête seule. Elle décide de laisser le monstre éliminer tous les bandits et commence à s'éloigner de la scène. Les chefs bandits l'appellent, la suppliant de sauver leur vie, promettant d'obéir à ses ordres et d'abandonner leurs méfaits. Mais Alicia sait mieux que quiconque que ces individus ne manqueraient pas une occasion de la trahir ou de trahir quiconque. Elle continue donc son chemin, et le monstre colossal s'occupe du reste, forçant les bandits à quitter ce monde définitivement. En tant qu'héroïne, Alicia s'inquiète de laisser une telle bête calamiteuse en liberté. Cependant, comme il s'agit d'un monstre aquatique, elle pense qu'il ne quittera pas son territoire. Quoi qu'il en soit, elle a éliminé tout le groupe de bandits comme ordonné par Clem, et elle se demande quoi faire ensuite. C'est alors que Clem lui parle à travers leur connexion de sang magique, lui demandant si elle a accompli sa mission. D'après les fluctuations intenses de son flux sanguin quelques minutes plus tôt, Clem suppose que le travail est terminé. Mais à cause des blessures qu'elle a subies, il réalise qu'elle a dû beaucoup lutter. Alicia n'en revient pas de l'audace de cet homme.
Elle lui dit qu'au lieu de rester inactif, il devrait venir l'aider, l'informant qu'elle s'est retrouvée dans une situation compliquée face à un démon colossal. En entendant cela, Clem s'excuse, affirmant qu'il était occupé à gérer ses propres problèmes, ce qui surprend Alicia. Elle n'a jamais pensé que le roi démon le plus puissant pourrait avoir des ennuis. Clem explique que sa forme humaine limite ses véritables pouvoirs, mais le principal problème vient des subterfuges bon marché utilisés par les humains contre lui. Il est furieux qu'Alicia lui ait caché l'existence de la magie. À cause de cela, il lui annonce qu'il la punira. Il a déjà éliminé Betty, et le maître de Betty, Broco, fuit pour sauver sa vie lorsqu'il tombe sur le corps de Nell. En se retournant, il trouve Luna assise à côté de Nell. En tant que vilain, il décide d'enlever Luna. Pendant ce temps, Alicia se précipite sur place, ordonnée par Clem d'arriver immédiatement, et elle ne peut désobéir à ses ordres. Avant d'aborder la punition, elle demande à Clem ce qu'est cette fumée rouge, mais il ne répond pas. Au lieu de cela, il lui pose des questions sur l'épée, et elle refuse de la lui donner, disant qu'elle a trop souffert pour l'obtenir. Clem n'insiste pas et répond à sa question précédente, expliquant que cette fumée réduit l'essence des démons, ce qui explique pourquoi il a du mal à localiser Luna. Il pourrait reprendre sa forme originale pour dissiper la fumée, mais il craint que la caverne ne s'effondre. Il ordonne donc à Alicia de régler ce problème, lui confiant la tâche puisqu'elle connaît la magie. Alicia explique que, bien qu'elle sache ce qu'est la magie, elle ne peut pas l'utiliser. Clem n'en revient pas qu'elle soit une héroïne aussi inutile. Alicia lui reproche d'avoir tué les 11 autres héros, affirmant que certains d'entre eux savaient utiliser la magie, mais Clem l'ignore complètement et commence à explorer la caverne lui-même. Alicia le suit et lui demande ce qu'il fera si Broco a déjà fait du mal à Luna. Clem répond que si cela arrive, son intérêt pour le monde humain disparaîtra, laissant entendre qu'il détruira toute l'humanité. Ils doivent donc trouver Luna avant que Broco ne lui fasse quoi que ce soit, sinon des millions d'innocents souffriront. Sachant que Luna est la seule chose qui empêche la destruction de l'humanité, Alicia n'a d'autre choix que de retrouver le garçon. Elle commence à marcher avec Clem pour le trouver et remarque une traînée de sang. Elle vérifie le sang, constate qu'il est humain et demande à Clem si Nell était blessée. Elle a raison, Nell est blessée et saigne, mais Clem dit qu'il a pu arrêter l'hémorragie pendant un temps, bien qu'il savait que cela ne durerait pas. La manière dont le sang est traîné sur le sol indique l'une de deux choses, soit Nell s'est traînée pour sauver le garçon, soit quelqu'un la traîne. La réponse est la seconde. Cependant, personne ne la traîne, au contraire, c'est elle qui retient Broco par ses vêtements pour s'assurer qu'il ne prenne pas Luna. Plus tôt, Broco avait trouvé Luna et Nell au sol et avait pris le garçon. Pour le protéger, Nell continuait de s'accrocher à ses vêtements, empêchant Broco de l'emmener. Fatigué de l'obstination de Nell, Broco lui demande jusqu'où elle ira et insiste sur le fait qu'il ne veut que le garçon. Il se rappelle que lorsqu'il a trouvé Luna, il a essayé de s'approcher, mais Luna a repoussé sa main et a crié. Le cri de Luna brise la lampe qu'il tient. Il réalise que Luna possède un pouvoir magique supérieur au sien et confirme que Luna a le sang d'Iden, ce qui lui suffit. Comprenant que le garçon est utile, il veut l'emmener. Comme Nell refuse de lâcher ses vêtements, il menace de lui couper la main et de partir. Avant qu'il ne le fasse, Alicia apparaît et l'arrête. Broco est choqué qu'Alicia soit encore en vie et demande ce qui est arrivé à la bande qu'il avait envoyée pour la tuer. Elle lui répond qu'ils auraient déjà atteint le paradis s'ils rampaient. Clem se joint à la conversation et parle de la manière dont il punira Broco. Ce dernier réalise que Luna est sa seule issue, alors il place son épée sur les mains de Luna, menaçant de lui couper les doigts à chaque pas qu'ils font. Clem s'en moque, mais Alicia l'arrête. Clem insiste sur le fait qu'il peut régénérer les mains de Luna, mais cela n'effacera pas la douleur. Alicia n'apprécie pas cette idée et propose à Broco de négocier. Elle lui dit qu'elle possède l'épée héroïque qu'il veut, la montre et annonce qu'elle est prête à la céder en échange du garçon. Elle jette l'épée contre le mur et lui donne deux options, lâcher le garçon et prendre l'épée avec les deux mains, ou garder le garçon et laisser l'épée. Broco rit, comprenant que si Alicia est prête à abandonner l'épée, c'est que le garçon est très important, confirmant qu'il a bien le sang d'Aiden. Il déclare qu'une seule épée ne suffit pas pour qu'il renonce au garçon et exige de connaître l'emplacement des autres épées. Alicia hésite à donner cette information, mais Clem lui dit que ce ne sont que quelques épées et qu'elle peut les céder. Les épées se trouvent tout au mont de la Lune, l'endroit où Clem les avait attaquées. Elle révèle à Broco l'emplacement des épées. Broco rit, pensant qu'il les a trompées, mais il ignore qu'ils ne sont pas dupes. Il sort une poudre magique, la verse sur lui et se vante de récupérer l'épée lui-même. Il devient invisible, et Luna se met à pleurer. Broco se parle à lui-même, disant qu'il laissera cette épée et ira chercher les 12 autres. Il part, pensant que les autres ne peuvent pas le voir. Cependant, il est choqué quand Alicia le frappe. Il lui demande comment elle a pu le voir et le frapper. Elle répond que, bien qu'elle ne puisse pas le voir, elle pouvait l'entendre, ainsi que les pleurs de l'enfant et les vantardises de Broco sur ses pouvoirs. Elle lui dit qu'il ne sera jamais aussi puissant qu'il le souhaite et restera toujours faible. Clem récupère Luna, nettoie la poudre de son corps et se prépare à partir. Alicia demande ce qu'il compte faire avec Nell, mais il répond qu'elle est trop gravement blessée et que son corps est endommagé. Il pourrait la guérir, mais cela demanderait beaucoup d'efforts,
et il ne pense pas qu'elle en vaille la peine. Alicia pense autrement, Nell a sauvé l'enfant jusqu'au bout, montrant à quel point elle voulait qu'il soit sain et sauf. Elle insiste sur le fait que, si elle était la mère de Luna, elle voudrait que Luna vive. Glenn lui rappelle qu'il ne peut utiliser son sang magique que sur une personne à la fois, et s'il l'utilise pour Nell, Alicia risque de mourir. Alicia, ayant déjà péri une fois, dit que mourir à nouveau ne serait pas un problème. Elle insiste sur le fait qu'elle est une héroïne et que sauver les gens est sa mission, se souvenant que son père lui avait dit la même chose en grandissant. Glenn transfère son sang dans le corps de Nell. Nell se réveille, choquée d'être en vie, et demande à Glenn s'il l'a sauvée. Il répond que non, révélant que c'est Alicia qui a pris la décision et qu'elle devrait la remercier. Il commente que, malgré la force d'Alicia, elle reste humaine et prédit qu'elle se réveillera dans quelques minutes. Comme prévu, Alicia se réveille et attrape immédiatement son épée, soulagée qu'elle soit encore là. Glenn confie Luna à Nell et l'appelle par un nouveau nom, Nelly, lui disant qu'elle est renée et que son nom doit changer. Elle doit le suivre. Nell serre Luna contre sa joue avec joie, pensant au voyage à venir et espérant ne pas être un fardeau. Le voyage de 3 personnes est désormais celui de 4. Plus tard, le maudit Glenn avertit Alicia qu'il gardera son épée pour le moment, car elle attire trop l'attention et pourrait causer des problèmes si une autre bande la voyait. Il finit par la dissimuler dans son ombre. La pauvre Alicia se lamente, car on lui a pris son épée chérie. À ce moment, Nell arrive, prête pour son voyage, avec une quantité impressionnante de bagages. Alicia lui demande si elle va bien avec tout ce poids, et Nell répond que, curieusement, cela lui semble assez léger. Alicia pense que Glenn a probablement transféré à Nell une partie de la force d'un des bandits, ce qui explique sa vigueur accrue. Nell propose de porter l'épée et l'armure d'Alicia, mais celle-ci lui dit qu'elle n'a plus rien, car Glenn les lui a pris. Cependant, apprenant que Broco possède les meilleures armures et épées dans son bureau, Alicia demande la permission à Glenn d'aller en chercher une. Il accepte, et Alicia, enthousiaste, part à la recherche d'une nouvelle épée. Glenn demande à Nell si cet endroit va lui manquer. Elle répond qu'elle n'en garde pas de bons souvenirs, mais que c'est aussi là qu'elle a vécu avec sa mère, et qu'il est un peu triste de le voir abandonné. Elle aurait aimé pouvoir dire au revoir à Carm et aux autres. Glenn semble intéressé, alors qu'il tente d'en savoir plus sur Carm, un étrange individu surgit de nulle part, se tenant derrière Glenn. Pendant ce temps, Alicia arrive dans le bureau de Broco, où elle trouve par hasard une armure de cuir. Elle ressent un peu de dégoût en imaginant ce pervers en train de porter ce genre d'armure, se disant qu'il devait probablement juste la renifler. Finalement, elle l'enfile, car même si elle est immortelle, elle n'aime pas ressentir la douleur. Elle trouve également une bourse remplie d'argent et une excellente épée. Mais alors qu'elle s'apprête à quitter la pièce, Glenn est projeté à l'intérieur, se plaignant que son maudit corps est trop léger. Le roux de tout à l'heure entre dans la pièce, et Alicia réalise qu'il est extrêmement puissant. En un instant, il l'attaque, surprenant Alicia par sa force. Elle parvient à esquiver de justesse, mais lorsqu'il attaque à nouveau, elle bloque ses coups, notant la puissance de ses coups de pied. Lassé de sa résistance, le jeune homme décide de l'envoyer valser hors de la pièce avec une technique. Sans perdre de temps, il la poursuit, la félicitant pour sa résilience. Il lui explique qu'il n'est là que pour le nain aux étranges pouvoirs de sorcellerie et qu'il la laissera tranquille si elle abandonne et quitte les lieux. Alicia répond qu'elle ne sait pas s'il est un survivant des bandits, mais qu'elle n'a pas l'intention de se rendre. Elle pense que si la technique qu'elle s'apprête à utiliser échoue, elle aura besoin d'un atout majeur. Se concentrant et oubliant tout autour d'elle, elle attaque le roux avec sa technique du dragon ascendant. Mais alors qu'elle est sur le point de l'égorger, Glenn l'arrête, lui disant que c'est assez. Voyant qu'elle continue, aveuglée par son envie de le trancher, il l'immobilise pour qu'elle perde sa concentration et retrouve ses esprits. Alicia lui demande pourquoi il l'a arrêtée. Il explique que cet individu les a attaqués par erreur et que, sans son intervention, il l'aurait découpé en morceaux avec son pied. Le jeune homme demande ce qu'il veut dire par erreur, affirmant que Nell sent comme un troll de l'Ouest et qu'il a entendu parler d'un incapable de manipuler les trolls dans cet endroit. Nell explique que c'est parce qu'un troll l'a complètement avalé. Le jeune homme ajoute qu'il a trouvé le cadavre d'un troll dans les tunnels, amputé de ses membres, le visage et les entrailles détruits, et que le nain est probablement le tueur de trolls. En entendant cela, Glenn comprend la situation et demande à Nell d'emmener Luna à l'entrée du campement. Il explique à Alicia que ce jeune homme est une bête démoniaque. Il a une apparence humaine, mais il est autre chose à l'intérieur, utilisant une illusion si puissante que même lui ne peut voir sa véritable forme. Il ne fait aucun doute qu'il possède des griffes et des ailes, et seul un être est capable d'une telle illusion, la reine des bêtes démoniaques de l'Ouest, Zaftier, de la brume impénétrable qui, soit dit en passant, ne s'entend pas bien avec Clévatès du clair de lune. Le jeune homme demande qui il est et comment il en sait autant. Glenn se présente comme un serviteur à forme humaine d'un roi démoniaque, tout comme lui. Alicia est surprise de voir que Glenn cache son identité, même aux autres bêtes démoniaques, se souvenant qu'il ne voulait pas que quiconque sache qu'il avait quitté la montagne. Le jeune homme, comprenant qu'il pourrait partager le même objectif, éliminer les hominidés, révèle sa véritable forme. Il explique que sa maîtresse, Zaftier,
prévoit également d'exterminer les hominidés et se présente comme Galt, un serviteur du roi des bêtes démoniaques de l'Ouest. Il demande à Clem de prouver qu'il est une bête démoniaque, et Clem lui donne une petite démonstration. Convaincu qu'il n'y a pas de raison de se battre, Galt reprend forme humaine. Alicia panique en réalisant qu'il y a plus de 2 bêtes démoniaques parlantes sous forme humaine, se demandant si les héros se sont trompés de cible. Clem la rassure, expliquant que peu de bêtes démoniaques peuvent parler et prendre forme humaine. En dehors de Zaftier, qui aime se transformer, rares sont celles qui tolèrent les hominidés, les considérant comme une honte à fréquenter. Galt demande à Clem pourquoi il est avec une héroïne, leurs ennemis naturels. Clem admet qu'Alicia est une héroïne, mais qu'elle est désormais sa subordonnée, incapable de lui désobéir, et qu'elle joue le rôle de guide pour l'aider à comprendre l'habitat des hominidés. Il considère Alicia et les autres comme des outils pour explorer cet environnement. Galt, plus ou moins satisfait, avertit Clem que s'ils interfèrent avec ses plans, il tuera ces hominidés. Clem lui répond qu'il peut essayer, mais que ce ne sera pas facile. À son tour, il interroge Galt sur les plans de Zaftier pour anéantir les hominidés, alors qu'elle aime être adorée par eux, notamment par les orques du bois de l'Ouest, qui la vénèrent comme une déesse. Alicia confirme que les héros n'attaquent pas la bête de l'Ouest, car pénétrer dans ce bois sans les orgues est presque impossible. Galt révèle que, 3 jours plus tôt, en patrouillant dans le bois, il a remarqué des bêtes démoniaques cherchant leurs petits. Il a vu un éclat lumineux et a informé Zaftier que c'était le 9e cas de disparition de petits sans raison apparente. Bien que certaines bêtes démoniaques dévorent parfois leurs petits, ces disparitions sont inhabituelles, et les hominidés pourraient en être responsables. Zaftier, déçu, pensait avoir de bonnes relations avec les orgues, ce qui est un mauvais présage. Galt propose d'appeler le chef des orgues, mais Zaftier refuse, ne leur faisant pas confiance, et lui ordonne d'infiltrer le monde des hominidés pour enquêter sur ces disparitions. Selon ses découvertes, elle envisagerait d'anéantir les hominidés. Clem réalise que Zaftier a eu la même idée que lui et raconte à Galt qu'il a tué un nain qui contrôlait un troll de l'Ouest par sorcellerie, l'obligeant à l'éliminer après avoir été attaqué. Il ajoute que ces événements pourraient ne pas se limiter aux petits des bêtes démoniaques. Il se souvient que, lors d'une rencontre avec Carme, celle-ci, paniquée, lui a révélé que les femmes de cet endroit ne peuvent pas donner naissance, car des individus achètent les bébés et les emportent. Un groupe infâme vêtu de noir achète les nourrissons avec insistance, et Broco semblait les craindre. Clem avait trouvé étrange que Nell ait donné naissance à 3 enfants mort-nés, comprenant que c'était Carme qui mettait fin à leur vie. Elle a confessé qu'elle tuait les bébés, car c'est la règle dans cet endroit, chaque fois qu'une femme accouche, ces individus viennent les prendre, et les parents ne font rien. Comme Nell était maladroite et incapable de se protéger, Carme est intervenue, précisant qu'elle ne tuait pas par plaisir. Clem a compris son point de vue, mais a noté que Nell, née et élevée là-bas, avait peut-être été cachée par sa mère pour éviter d'être vendue, contrairement aux autres. Il en conclut qu'un groupe achète des bébés humains et un autre kidnappe des petits de bêtes démoniaques, 2 phénomènes apparemment liés, avec la sorcellerie au cœur de tout cela. Alicia, inquiète, révèle que, bien que la sorcellerie ne soit pas son domaine, les sorciers, qui l'utilisent comme une arme de guerre, se sont distingués ces dernières années en influençant les batailles. Le général Dorel, surnommé le tueur de dragons et assassin du père d'Alicia, fut le premier à intégrer les sorciers dans la guerre, proclamant l'avènement de l'ère de l'épée et de la sorcellerie. Clem lui demande comment elle a pu envisager de mettre fin à ses jours avant de venger son père. Embarrassée, elle répond que c'était la dernière volonté de son père. Pendant ce temps, à 6 km à l'est de Higat, dans le campement d'Elsin, le capitaine de la première division, Rod Loas, apprend que l'équipe de reconnaissance a été anéantie et que l'armée de 50 000 hommes, sous les ordres du général Dorel, avance vers le sud. Avec seulement 6 000 hommes et des renforts du centre qui n'arriveront que dans 3 jours, ils sont en infériorité. Dorel se dirige vers Higat, la forteresse à la frontière de Iden, qui possède 2 portes, est et ouest. Défendre la porte ouest pourrait leur faire gagner du temps. Cependant, ils n'ont pas de nouvelles de Iden, ce qui corrobore la rumeur que Clem aurait détruit le château. L'objectif de Dorel semble être le fourneau de la famille royale, un artefact de sorcellerie ancestrale convoité pour ses secrets. Dorel, avec sa sorcellerie martiale avancée, pourrait dominer le continent s'il s'en emparait. Un messager annonce que la porte est de la forteresse s'ouvre, et Ménard, seul survivant, informe Dorel que le roi de Iden est mort, que la princesse héritière est en sécurité ailleurs, mais que le plus jeune fils, porteur du sang royal, a été enlevé par un jeune homme aux cheveux noirs, selon un témoin. Par coïncidence, la bande des corbeaux a confirmé avoir trouvé un bébé de Iden, et la description de son ravisseur correspond à celle du témoin. Dorel ordonne à Ménard, le sorcier le plus puissant de l'armée, de vérifier immédiatement cette information auprès des corbeaux. Un temps plus tard, Clem et Nell attendent maintenant à l'extérieur d'une ville. Elle lui offre un peu de café, lui mentionnant que c'est une boisson très chère que Broco avait l'habitude de boire. Clem lui répond que les hominidés ont des idées parmi les plus étranges, bien que l'odeur du café lui paraisse assez agréable. Nell lui demande ce qu'il est advenu du chevalier redoutable d'avant et Clem lui fait savoir qu'elle ne doit pas s'inquiéter pour lui,
puisqu'il a clarifié les choses à son sujet et ne viendra plus la déranger, se souvenant que Gale devait rencontrer sa reine pour lui remettre le rapport sur la sorcellerie et les mages. C'est alors qu'Alicia apparaît, leur annonçant qu'elle a parlé avec les marchands de la ville et que, comme elle s'y attendait, la situation est telle qu'Alicia leur montre que le pays voisin, Boilat, a franchi la frontière pour attaquer Iden. Mais sans la capitale fonctionnelle et sans son roi, la situation est devenue difficile. Autant qu'elle le sait, le pays voisin Aisling a tenté de freiner leur avancée à la frontière proche, mais ils n'y sont pas parvenus. Clegane lui demande pourquoi Aisling ferait une chose pareille, et Alicia lui explique que Aisling et Boilat sont engagés dans une guerre sans fin. Et pour Aisling, qui est en retard en matière de sorcellerie, il serait terrible que Boilat mette la main sur le four royal de Iden. Et même si celui-ci reste intact, il n'y a personne pour l'utiliser sans les connaissances du roi. En plus, Iden ne compte aucun mage, parce que le roi lui-même avait interdit l'usage de la sorcellerie dans son royaume, ce qui explique pourquoi Clegane l'ignorait. À ce moment, Nell propose un peu de café à Alicia, qui se montre surprise car elle ne pouvait pas se permettre cela dans sa terre natale. En le goûtant, elle le trouve très délicieux car il est bien sucré, et Nell l'informe qu'il y a mis beaucoup de sucre. Ensuite, il prend Luna pour aller la nourrir. Alicia mentionne à Clegane que voir Nell lui réchauffe le cœur, bien que ce vaurien lui réponde qu'en dehors de son corps, elle a peu de caractéristiques féminines et qu'il doute beaucoup qu'elle puisse procréer. Alicia lui répond qu'elle ne parlait pas de ça quand elle disait que cela lui réchauffait le cœur. C'est simplement la première fois qu'elle rend quelqu'un heureux avec son épée. Autrement dit, elle se sent heureuse d'avoir pu accomplir son devoir de héroïne. Un peu gênée, elle lui demande de changer de fichu sujet, se souvenant que, même s'il veut couronner Luna, ce n'est qu'une question de temps avant que le royaume de Iden ne s'effondre à cause de celui qui a eu l'idée de détruire la capitale. Clegane lui demande quelle différence cela fait si Boré conquiert Iden, et Alicia lui explique que, d'abord, Luna ne pourrait pas devenir roi, et qu'en plus, il y a une grande probabilité qu'il soit fait prisonnier car il y a très peu de bébés de Iden au sang pur. En outre, sa simple apparence le trahit comme noble royal. Si le royaume de Iden disparaît, il n'y aura plus de place dans le monde pour Luna, car le sang royal cache le secret pour forger le minerai magique. Et à Boilat, la seule personne capable de mobiliser une armée aussi grande n'est autre que le général Dorel, qui avait pris la peine de retrouver son père, retiré, pour le tuer. Tout cela pour confirmer que sa sorcellerie surpassait la maîtrise de son épée, car le père d'Alicia avait dominé cet art. Elle avait tenté de s'en prendre à Dorel, mais son père, avant de mourir, l'arrêta pour lui faire savoir que c'était un ancien compagnon à lui, un homme qui ne voyait que le chemin de la guerre et que si elle essayait de lutter contre lui, elle serait entraînée dans ce monde. Un chemin complètement différent de celui d'un héros, si bien que son dernier souhait fut qu'elle ne combatte pas Dorel. Alicia fait savoir à Clegane que s'il veut vraiment que Luna vive dans une société humaine, il devra repousser l'armée de Boilat et défendre Iden. À Clegane, cela paraît bien agaçant de devoir protéger quelque chose qu'il avait décidé d'anéantir un jour, mais il n'a pas d'autre choix. Alicia lui demande de la laisser l'accompagner, mais il lui répond qu'elle doit rester avec Nell et Luna pour les protéger, car pour commencer, il ne veut pas que qui que ce soit sache qu'il est un roi magique qui agit en hominidé. Et s'il doit attaquer Boilat, il lui faut une raison logique, et il n'y en a pas de meilleure que l'enlèvement des bêtes magiques. En plus, il peut en profiter pour observer le pouvoir des mages. Et même si elle est très impatiente de voir l'assassin de son père, elle n'a rien à faire là, et il lui rappelle que son père lui avait interdit de se battre contre Dorel. Alicia lui répond que la guerre va à l'encontre du chemin d'un héros, mais qu'elle n'est plus une héroïne, seulement un cadavre ambulant mu par son sang démoniaque. Clegane lui demande pourquoi elle insiste à être une héroïne, et Alicia lui fait savoir qu'elle voulait seulement rendre le monde plus vaste. Il lui dit que le monde de Nell est désormais plus vaste et qu'il ne se souvient pas lui avoir ordonné de cesser d'être héroïne. Elle décide de ce qu'elle veut faire. Après tout, il ne va pas la forcer. Cela dit, avant de partir, Alicia, un peu plus réconfortée, lui demande de ne pas baisser sa garde. Sur ce, il se transforme, créant un grand vent, tandis qu'Alicia rejoint Nell et l'informe que son maître reviendra bientôt. Pendant ce temps, Clévatès se déplace à grande vitesse vers l'armée de Boilat, tandis que celle-ci continue d'avancer fermement. Alors que les forces d'Aisling sont frustrées de ne pouvoir arrêter leur progression. Boilat est de plus en plus proche de Iden et ses renforts n'arriveront pas à temps. Rapidement, Rod élabore une stratégie pour utiliser la rivière à son avantage. Pendant ce temps, on voit ce qui semble être un autre Iden de sang pur. Les filles finissent par aller au village, où elles remarquent que les habitants sont en train de rouer de coups de pied un membre des corbeaux. En voyant l'héroïne, celui-ci crie que c'est sa faute si l'énorme poulpe est sorti du puits d'Elbe, mais lorsque les citoyens se retournent, elle n'est déjà plus là et enfile vite sa capuche. Un peu plus tard, on voit les habitants pendre chacun des corbeaux, pensant qu'il est peut-être vrai qu'un énorme poulpe est sorti du puits d'Elbe, se lamentant de n'entendre que de mauvaises nouvelles, d'abord Clévatès, et maintenant une bête ancestrale. De son côté, Alicia demande à Nell de l'appeler par son prénom, car elle veut éviter qu'on sache qu'elle est une héroïne. En entrant dans une auberge, deux hommes les arrêtent en demandant si elles font partie de la bande du corbeau. Les filles tentent de s'expliquer,
mais ils font la sourde oreille. Heureusement, leur mère intervient en leur demandant de se calmer car ils vont réveiller le bébé. Ses fils lui disent que cette fille ressemble à une bandit car elle porte un cache-œil et une épée. Mais leur mère leur fait savoir que sans épée, on ne peut pas sortir dehors à cette époque. Elle leur demande s'ils ne savent pas utiliser leur cerveau, puis se présente à Alicia sous le nom de Carrie, la chef du lieu, et leur demande ce que fait un hidden de sang pur si loin de la capitale, car selon leur réponse, elle décidera si elle reste ou si elle les met dehors. Alicia lui répond qu'elles sont actuellement les gardes d'une personne très importante et qu'elles sont chargées de protéger l'enfant. Carrie juge cela suffisant, supposant qu'elles sont les escortes de quelqu'un d'important de Hidden ayant fui après les troubles de la capitale. Alicia lui fait savoir qu'elles veulent louer une chambre. Carrie répond que c'est 2 pièces d'argent par nuit et qu'il faut payer 2 nuits d'avance. Alicia accepte et paie, ce qui réjouit Carrie car elle s'en met plein les poches. Elle leur indique où se trouve leur chambre, puis crie à son fils d'aider la demoiselle et d'être plus galant, sinon il ne trouvera jamais de fichu petit ami. Le grand gaillard décide d'aider car il veut une petite amie, mais lorsqu'il prend la valise de Nell, il reste stupéfait de son poids. Une fois dans la chambre, Alicia est surprise de voir que les lits sont en fer, trouvant curieux qu'un village de charpentiers ait des lits en fer. Carrie répond qu'il y a des décennies, le roi les leur avait offert pour avoir fabriqué des chaises pour le château, mais qu'aujourd'hui, la situation est devenue horrible, le roi est mort, ils sont en guerre et il est angoissant de ne pas savoir ce que l'avenir leur réserve. Puis elle prend congé et Nell se prépare à endormir Luna. Cependant, un insecte se pose sur la fenêtre, contrôlé par Ménard, qui libère un énorme SM pour s'emparer de Luna. Alicia se demande si Clévatès est déjà arrivé sur le champ de bataille. Nell l'interrompt, tout excitée, pour lui dire que la première dent de Luna est sortie, et tandis qu'Alicia la regarde, émue, elles sont interrompues par Carrie qui annonce que le repas est prêt. Alicia va le chercher et, en marchant vers le comptoir, elle entend les clients dire du mal des héros, disant qu'ils ont échoué dans leur mission d'éliminer le roi bête Clévatès, que le titre de héros n'est qu'un ornement et qu'ils sont devenus héros juste pour obtenir les trésors du roi. L'indique aucun ne poursuit la légende même avec une épée, et que c'est pour ça que le roi avait décidé de ne plus forger d'acier depuis 15 ans. Les derniers héros s'étaient contentés de fanfaronner et de défiler au château pour échouer finalement dans leur mission. En avançant, Alicia entend seulement les reproches et critiques adressés aux héros, comprenant la réputation qu'ils ont désormais. Elle décide de monter à sa chambre, mais soudain elle sent une bête magique. La fenêtre se brise et une étrange boule rouge apparaît au sol, qui, en étant touchée, se transforme en un énorme mille-pattes. C'est alors que Ménard apparaît, disant au présent que ce n'est pas un mille-pattes normal, mais du même niveau qu'une bête magique. Il recommande à tout le monde de ne pas faire de mouvements brusques car il pourrait se faire attaquer même sans son ordre. Alicia tente de foncer sur Ménard mais se rend compte qu'elle a laissé son épée dans la chambre. Un des hommes tente de fuir pour sauver sa vie, mais il finit victime d'un essaim d'insectes dehors. Ménard, souriant, dit qu'il avait oublié de préciser que la ville est entourée de ces insectes pour s'assurer que sa cible ne s'échappe pas, et recommande de ne pas tenter de fuir s'ils ne veulent pas mourir. Carrie lui demande ce qu'il cherche, et Ménard se présente formellement comme un hommage de l'armée de Boilat, venu pour vérifier si le bébé de Hidden est là et s'il a du sang royal. À ce moment, un cri retentit et on voit Nell contre le mur, immobilisée par Naye Chiffonritz, une autre haute sorcière de l'armée de Boilat. Nell ne comprend pas comment Naye a pu entrer par la fenêtre, étant donné qu'ils sont au 2e étage. Elle explique qu'elle a simplement volé jusqu'ici avec sa hache. Son pouvoir lui permet d'attirer et de repousser les objets en fer. Ainsi, elle a saisi le manche de la hache et l'a lancé en l'air pour s'élever. Elle ne comprend pas vraiment comment cela fonctionne, mais apparemment, ce pouvoir viendrait d'une énorme tortue bête sombre avec une carapace en fer, et toutes les armes métalliques utilisées pour l'attaquer restent coincées sur elle de manière permanente. Après avoir expliqué comment son pouvoir fonctionne, elle doit retourner au travail. Elle sort une pilule de son sac et s'approche de Luna. Nell lui demande ce qu'elle fait, et Naye répond qu'elle donne à Luna un médicament qui évaluera son potentiel magique. Si le bébé peut utiliser la magie, ses yeux changeront de couleur et il ira parfaitement bien. Cependant, il y a un risque de 50% qu'il tousse du sang et meure. En apprenant que Luna pourrait mourir, Nell crie et supplie Naye d'arrêter. En entendant les cris de Nell, Alicia se précipite vers la pièce pour aider. Mais avant qu'elle n'arrive, Ménard utilise son centipède pour la projeter contre le mur. Il ne sait pas qui est Alicia, mais il ne peut pas la laisser interférer avec le plan, alors il décide de la tuer. Pendant ce temps, dans la pièce, Nell lutte toujours pour se libérer afin d'aider Luna. Naye lui dit qu'elle perd son temps, la force qu'elle exerce avec les cadres de lit suffit à arrêter un taureau en pleine charge. Avec 2 cadres, Nell devrait être plus forte que 2 taureaux pour s'échapper, ce qui est impossible avec ses petits bras. Cependant, à la surprise de Naye, les bras de Nell commencent à faire bouger les cadres. D'un coup rapide, Nell assomme Naye. Ménard entend un grand bruit de choc venant de la pièce et se demande ce qui s'est passé. Mais lorsqu'il ordonne à son centipède d'aller voir, il réalise que quelque chose le retient. Alicia a survécu à l'attaque du centipède et en attrapant ses antennes, le désorientant complètement. Incapable de se déplacer correctement, le centipède est mis à terre par un coup de pied d'Alicia,
qui court ensuite vérifier l'état de Nell et Luna. Ménard est impressionné, car une personne ordinaire ne pourrait pas gérer une bête magique comme celle-ci. En l'observant mieux, il reconnaît Alicia. Alicia ouvre la porte de la chambre, prête à se battre, mais elle voit Nayer inconsciente au sol, Nell tenant Luna à ses côtés, et un énorme trou dans le mur. Elle demande à Nell si c'est Nayer qui a fait ça, mais Nell explique que c'est elle. Elle n'avait pas l'intention de causer autant de dégâts, mais en repoussant le cadre du lit pour se libérer, il a heurté Nayer et traversé le mur. Alicia ne comprend pas comment cela est possible, mais elle n'a pas le temps de poser des questions, car elles doivent s'enfuir. Elle prend son épée et dit à Nell de rester près d'elle, car elles vont sauter par la fenêtre. Une fois dehors, Alicia utilise ses compétences à l'épée pour trancher les insectes dans l'air, leur permettant de commencer à courir. Quand Nayer reprend conscience, il est trop tard pour les arrêter. Elle voudrait les poursuivre, mais les insectes dans l'air ne font pas de distinction, et sans l'aide de Ménard, elle serait tuée dès qu'elle mettrait un pied dehors. Plus tard, Alicia et Nell parviennent à sortir des limites de la ville, et les insectes cessent de les poursuivre, car Ménard leur a ordonné de n'encercler que la ville. Avec un peu de chance, elle pourrait traverser la forêt avant l'aube. Mais les choses ne sont jamais si simples. Elle tombe sur un second mur d'insectes dans la forêt, beaucoup plus nombreux, et Alicia ne peut pas les trancher comme avant. Nell demande ce qu'elle doit faire, et Alicia n'est pas sûre, mais pour l'instant, elles doivent trouver un endroit où se cacher. À l'auberge, Nayer redescend et informe Ménard que les femmes se sont échappées. Il lui demande si elle a au moins pu tester l'aptitude magique du bébé, mais elle n'en a pas eu l'occasion, car Nell l'a assommé avec le cadre du lit. Ménard réalise qu'ils ont gravement sous-estimé ces deux-là, mais cet incident lui a permis de confirmer quelques détails. Tout d'abord, la femme blonde est l'héroïne Alicia Glenfall, il en est certain, car il était là quand Dorel a tué son père. Une héroïne ne voyagerait pas avec un bébé ordinaire, ce qui confirme presque que Luna est le prince Iden qu'il recherche. Ménard est excité à l'idée de torturer une héroïne lorsqu'il l'attrapera. Nayer le regarde, se demandant pourquoi elle doit passer du temps avec ce fou. Une fois que Ménard a fini de rire de manière hystérique, il dit à Nayer qu'ils doivent rassembler tout le monde et les amener sur la place principale. Une fois les gens réunis, le chef de la ville demande à Ménard pourquoi il les a fait venir. Il déclare que si Ménard pense que quelques insectes suffiront à les soumettre, il se trompe. Ménard est impressionné par l'audace des habitants, mais il veut clarifier certaines choses. D'abord, lui et l'armée Boilate ne seraient pas là si le roi de Iden n'avait pas fait ce pari idiot en attaquant Clévatès. Maintenant que la capitale est détruite, Clévatès pourrait revenir pour prendre le contrôle du territoire. L'armée Boilate intervient donc gentiment pour les protéger, ce qui n'est qu'une excuse pour envahir Iden. Sans l'arme magique du roi, ils ne peuvent rien faire pour arrêter cela. De plus, Ménard leur dit qu'ils ont un ennemi plus important à affronter, la femme blonde, l'une des 13 héros à l'origine de tout ce chaos. Il suggère qu'ils laissent libre cours à leur frustration en la traquant. Pendant ce temps, l'armée de Dorel progresse vers la conquête de la capitale déchue de Iden. En traversant une rivière peu profonde, Dorel s'arrête soudainement, sentant qu'on l'observe. Il ordonne à l'espion de se montrer, car il est inutile de se cacher sous une lune aussi brillante. Soudain, Rod surgit des buissons et plante sa lance dans l'eau, gelant instantanément toute la rivière et immobilisant les pieds des soldats de Dorel. Il ordonne à ses hommes d'avancer. Bien que l'armée de Dorel soit 10 fois plus nombreuse, les hommes de Rod sont équipés de crampons de glace, leur permettant de se déplacer librement, contrairement aux bêtes sombres asservies de Dorel, qui peinent à marcher. Mikkel mène les soldats au combat, ordonnant de cibler d'abord les sorciers de Dorel pour les empêcher de se libérer. Dorel connaît les capacités de la lance de givre, mais même à pleine puissance, elle n'aurait pas dû geler toute la rivière d'un coup. Il suppose que Rod a placé des sorciers en amont pour refroidir l'eau juste en dessous du point de congélation, permettant à la lance de faire le reste. Il est impressionné par la stratégie bien pensée de Rod. Ce dernier semble avoir maîtrisé la lance de givre, et s'il bat Dorel ici, il pourrait mettre fin à la guerre. Mais Dorel lui dit que ce ne sera pas si facile. Rod charge Dorel avec sa lance, mais Dorel contre avec un coup violent, repoussant Rod de plusieurs mètres. Déterminé, Rod utilise sa lance pour lancer une attaque de magie de glace, mais Dorel esquive à temps et saute de son cheval, qui reste gelé sur place. Rod et Dorel commencent à se battre, et Dorel est impressionné par les capacités de Rod. Bien qu'une regalia confère du pouvoir, il faut une véritable force pour en exploiter tout le potentiel, comme le fait Rod. Cependant, Dorel pense que cela ne suffira pas à briser les chaînes du monde. Il libère alors son pouvoir, utilisant son épée pour invoquer une griffe de dragon en plein air. Rod est stupéfait, car les regalias ne sont pas censés invoquer des objets physiques, mais cette griffe est bien réelle, car elle envoie Rod voler à travers la rivière. Mikkel et les autres soldats remarquent que Rod est en difficulté et se retournent pour le soutenir. Dorel explique que, en fusionnant son épée avec la magie, elle est devenue bien plus qu'une simple épée. En voyant des hommes de Rod s'approcher, Dorel se retourne et les anéantit avec sa griffe de dragon, tuant également ses propres soldats. Rod n'en revient pas que Dorel tue ses propres hommes si froidement, mais Dorel estime que quiconque est assez faible pour mourir d'une telle attaque ne mérite pas de voir le monde au-delà des frontières.
Rod ne comprend pas de quoi Dorel parle avec ses histoires de frontières et de chaînes. Dorel explique que son objectif est de détruire la légende des héros, qui les pousse à défier des adversaires invincibles avec des méthodes rendant la victoire presque impossible. Cela dure depuis des milliers d'années sans que personne ne le remette en question, mais tout cela s'arrête ici. Dorel dit à Rod qu'il ne le tuera pas, car il était un adversaire digne, et il devrait savoir qu'il ne peut pas gagner ce combat. Rod essaie de se relever, mais il n'a plus de force. Il est forcé de regarder Dorel poursuivre sa conquête. Cependant, un instant plus tard, Clévatès atterrit sur le champ de bataille, et tous le regardent avec terreur en réalisant que le seigneur du sud des bêtes sombres est là. Clévatès voit que Dorel est le chef et lui dit qu'il a une question. Quelqu'un kidnappe des enfants humains et des bêtes sombres, et selon ce qu'il a entendu, cela a un rapport avec la magie de Dorel. Il veut savoir s'il est vraiment derrière tout ça. Dorel lui demande si un seigneur des bêtes devrait vraiment se déplacer juste pour poser une question, alors qu'il a probablement des choses plus importantes à faire. Clévatès répond que c'est l'un de ses devoirs de seigneur, si quelqu'un profane ses terres ou son peuple, la loi exige qu'il le tue de ses propres griffes en guise de châtiment. Dorel demande à Clévatès ce qui lui donne le droit de déterminer la loi du pays. Agacé par les paroles de Dorel, Clévatès le transperce de sa queue. Il lui dit que cela aurait pu être évité s'il avait simplement répondu à la question. Mais malgré le trou dans sa poitrine, Dorel ne semble pas affecté. Il dit qu'il savait que Clévatès viendrait pour le tuer et qu'il ne pouvait pas gagner un combat direct. Il avait donc préparé quelque chose à l'avance. Un troisième œil s'ouvre sur le front de Dorel alors qu'il se prépare à lancer son sort ultime, la prison du sang démoniaque. Cela prend Clévatès par surprise, car il ignorait qu'un humain pouvait utiliser le sang démoniaque l'instant d'après. Le corps de Dorel explose, couvrant Clévatès de son sang. Une fois tout terminé, il ne reste que l'épée de Dorel et une sphère géante de ce qui était autrefois Dorel, emprisonnant Clévatès. Cependant, Dorel n'est pas mort. Avant d'exploser, il a transféré sa conscience dans son épée, devenant une entité entièrement faite de la magie de celle-ci. Il a sacrifié son corps pour créer cette prison du sang démoniaque, convaincu que même quelqu'un d'aussi puissant que Clévatès ne pourrait pas s'en échapper facilement. Clévatès semble inconscient dans la prison, et Dorel prévoit de le laisser là jusqu'à ce qu'il meure de faim ou de vieillesse. Rod observe, stupéfait et terrifié, car il n'arrive pas à croire que Dorel ait vaincu Clévatès si rapidement, alors que les 13 héros n'y sont pas parvenus. Si Dorel est capable de cela, Iden n'a aucune chance contre lui. Dorel, plus déterminé que jamais, ordonne à ses soldats restants de se préparer à partir. Pendant ce temps, dans la forêt, Alicia et Nell tentent toujours d'échapper à Ménard quand Alicia ressent soudainement que quelque chose ne va pas. Elle ignore ce qui cause cette sensation, et elle n'a aucun moyen de contacter Clévatès d'ici. Elle dit à Nell qu'elles doivent continuer à avancer. Pendant ce temps, un groupe de villageois en colère, suivant les ordres de Ménard, les traque lentement.